a un dernier mouvement dont je vais vous parler qui vous surprendra peut-être un petit peu, pour certains qui ont de la connaissance et qui ont déjà étudié. C'est le mouvement des Millérites, qui était guidé par William Miller. Le mouvement des Millérites, William Miller a annoncé au début du 19e siècle que Christ reviendrait au mois d'octobre 1844. En fait, le jour d'une fête qui s'appelle Yom Kippour. Et donc, il voyait l'accomplissement de ce sabbat annuel, Yom Kippour, en 1844, d'après une prophétie des 2300 soirées matin. Mais en faisant cette prophétie-là, et d'autres personnes dans le suivant, sont passées à côté d'un élément fondamental des enseignements des Écritures, à savoir que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Même pas le Fils, si ce n'est le Père. Alors, qui était William Miller? Donc, il est mort en 1849. Alors, je n'ai pas traduit les livres. Attendez, il va falloir que je traduise en même temps que je lis. Okay. Donc, ici, vous avez un premier livre, God's Strange Work de David Rowe. En page 94 de ce livre-là, voilà ce que l'on peut apprendre. Miller's Growth in Political. Donc William Miller a grandi dans un environnement qui était ouvert à la chose politique and supported his appointment to local office. Et donc il supportait son dévouement aux offices locaux. So important was his friendship that years later Miller saw Wharton Ashley, father always regarded him as Miller. C'est ici. Miller's Masonic Connection. Donc les connexions maçonniques de Miller ne peuvent pas passer inaperçues. Comme un maçon de longue durée et un grand maçon durant une période, Grand Master, il s'est trouvé lui-même sur la défensive dans l'église et la communauté. Durant 15 ans après être devenu un baptiste, il est resté maçon, mais en septembre 1831, il a écrit une lettre de résignation de la loge locale. Donc il était grand maçon. Je vais vous montrer d'autres sources. Ici, dans ces sources, Life of William Miller. It was here that Mr. Miller became a member of the Masonic fraternity, in which his perseverance, if nothing else, was manifested. For he advanced to the highest degree which the lodge then in the country or in that region could offer. Ici, il est dit que William Miller, était parmi les francs-maçons qui étaient les plus motivés dans la région dans laquelle il était et qu'il était arrivé au degré le plus élevé de la loge dans laquelle il était, par rapport à William Miller. C'est William Bliss qui rapporte ceci. William Bliss était le bras droit de William Miller et c'était le premier rédacteur en chef de Signs of the Times. Et puis pour finir ici, c'est l'histoire du comté en fait, de Rutland, dans le Vermont, où il est donné une liste des francs-maçons les plus importants de son époque. Et parmi, donc, the following list of those who have been prominent in the order in this country are given by, et on trouve parmi eux juste ici le révérend William Miller. Par rapport à William Miller, il a amené une fausse prophétie et une désillusion. Il a entraîné un grand nombre de personnes à croire que Christ reviendra en 1844. Et ce qui s'est passé, c'est en 1843 premièrement, puis ils ont décalé à 1844. Et ce qui s'est passé lorsque Christ n'est pas revenu, lorsque ce jour d'octobre 1844, nous n'avons pas vu le retour de Christ, la grande majorité des personnes qui l'avaient suivi ont abandonné la foi en Jésus. Ont abandonné la foi en Christ, la grande majorité. Jésus-Christ a dit, il est nécessaire qu'il y ait des sandales, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Et c'est ce qu'a fait William Miller. Après, les points de vue peuvent diverger, mais par rapport à ce qu'on peut voir dans l'histoire, par rapport à ce que disent les faits, et ce que dit William Bliss lui-même, qui était son bras droit, William Miller n'était ni plus ni moins que la même sorte de racine que l'était Joseph Smith, Charles Taze Russell et les autres. Donc c'était la dernière doctrine dont j'avais à parler. Le prochain point sera aujourd'hui qui sont les francs-maçons. Et ça, c'est un point dont on discutera demain, si vous revenez, je pense à 4 heures. Ouais. Donc demain à 4 heures. On parlera de qui sont les maçons et on pourra commencer ensemble et peut-être finir la troisième partie qui traite de la franc-maçonnerie afro-américaine et qui est le prélude à la création de la culture hip-hop et des cultures contemporaines. Ok. Donc aujourd'hui, qui sont les maçons? Alors, là je vous donne un article qui est extrait du magazine L'Express.
C'est un article qui date du 14 avril 2008 et qui a été écrit par Vincent Hugueux et François Coche. Alors dans cet article, l'Express est un magazine qui a très bonne presse, il ne s'agit pas de n'importe quel magazine, c'est un magazine qui est très crédible. Et dans cet article, il est fait mention des principaux francs-maçons en Afrique francophone. C'est un article qui est dédié à l'Afrique francophone et à la franc-maçonnerie en Afrique francophone. Et voilà ce qu'on apprend. En Afrique francophone, on compte parmi les maçons donc, les frères au grand jour, ceux qui se reconnaissent ouvertement comme étant francs-maçons. On a Omar Bongo, je crois qu'il est décédé dernièrement, c'est ça hein? Bongo est décédé dernièrement, à l'époque il était encore en vie. Donc Omar Bongo, DSN, Denis Sassou Nguesso, Idriss Déby pour le Tchad, François Bozizé pour la République centrafricaine. Alors ces quatre-là qu'on vient de nommer, pour Omar Bongo décédé, étaient reconnus en 2008 ouvertement comme étant des francs-maçons. On a par la suite les frères de l'ombre, c'est-à-dire ceux qui sont francs-maçons mais qui ne se laissent pas voir comme étant francs-maçons. Donc ceux-là s'abstiennent de confirmer, voire démentent. Il arrive que les sources initiées consultées par l'Express se contredisent. Abdoulaye Wade est franc-maçon, il ne le reconnaît pas parce qu'il vit dans un pays musulman et les musulmans haïssent la franc-maçonnerie, à juste titre. Abdoulaye Wade a été initié, je crois, à Besançon, si mes souvenirs sont exacts, en tout cas, quand il a fait ses études en France. Il y a Blaise Compaoré pour le Burkina Faso, ATT pour le Mali. Donc de la même façon, ATT ne reconnaît pas ouvertement son appartenance à la franc-maçonnerie parce qu'il vit dans un pays qui est musulman essentiellement et les musulmans haïssent la maçonnerie. Et c'est la même chose pour Blaise Compaoré. On a Mamadou Tandja pour le Niger, Paul Biya pour le Cameroun. Et il y a les demi-frères. Les demi-frères sont ceux qui auraient été approchés, mais on n'a pas de source exacte qui puisse permettre de dire qu'ils sont francs-maçons, parmi lesquels Kabila, Gnassingbé ou encore Laurent Otto, qui est le patron de la société ivoirienne de raffinage. Alors là, je vais vous montrer une courte vidéo. Est-ce qu'il est possible, s'il vous plaît, de couper les lumières, s'il y a une personne qui peut s'en charger d'éteindre la lumière? Je vous remercie, c'est bien gentil. On va mettre une vidéo, en fait, c'est une vidéo qui parle de la franc-maçonnerie française et de ses rapports avec la franc-maçonnerie africaine francophone. L'Assemblée générale de la Grande Loge nationale française. Des hauts dignitaires francs-maçons du monde entier se réunissent comme chaque année. Plus de 2000 personnes regroupées pour un déploiement de force hors du commun. Il n'y a que des hommes dans l'Assemblée. La GLNF refuse la mixité. C'est au rythme d'une musique de Vangelis, intitulée « À la conquête du paradis », que les plus hauts responsables des différentes loges étrangères entrent dans le cénacle et s'installent aux places d'honneur sous le regard des frères qui ont été invités. Mes frères, nous sommes honorés aujourd'hui par la présence du très respectable grand maître de la Grande Loge nationale française, le très respectable frère François Stéphanie. Nous allons donc lui rendre les honneurs dus à son rang en le saluant par le signe d'apprenti et par 11, en vous réglant sur moi. Debout mes frères, alors. Face au grand maître, les 2000 frères simulent avec le tranchant de la main le signe de pénalité qui signifie que chaque franc-maçon s'engage à avoir la gorge tranchée s'il manque à son serment de discrétion. Puis le grand maître procède à l'ouverture de la cérémonie dans le jargon propre aux francs-maçons. Respectable frère, premier grand surveillant, qui représentez-vous? Jacquin, le grand prêtre assistant sur le mont Sinaï. Où est placé le député grand maître? À la droite du très respectable grand maître. Où se place le très respectable grand maître? À l'Orient. Qui représente-t-il? Le roi Salomon. Signe de foi, mes frères. La main droite placée sur le cœur, les francs-maçons de la GLNF témoignent de leur croyance en Dieu. Ainsi soit-il. Au nom du roi Salomon, je déclare cette grande loge solennellement ouverte. La Grande Loge nationale française a mis au point une stratégie originale pour se développer. Elle crée des nouvelles loges partout à l'étranger, et notamment dans les pays africains. Nous sommes très fiers de ce qui est fait en Afrique.
Nous initions des frères africains avec cette volonté, mais une volonté absolue et inébranlable, de leur permettre de réaliser leur propre cadre maçonnique. Et aujourd'hui, ce sont des grandes loges régulières et souveraines, au même titre que ces États sont souverains. Vous avez des grandes loges dans toute l'Afrique centrale et toute l'Afrique francophone. Ce sont des grandes loges qui, effectivement, sont filles de la GLNF. Elles sont filles, mais aujourd'hui, elles ont leur vie propre. Il y a quelques années, la Grande Loge nationale française a carrément loué le palais des festivals à Cannes pour une montée des marches inédite. En guest star, des présidents africains francs-maçons. Antoine Glaser est le directeur de la Lettre du Continent, une publication spécialisée sur l'Afrique. Nous lui avons montré ces images. Ah bah tiens, c'est le président Omar Bongo du Gabon. Un grand maître de la Grande Loge du Gabon. Et ça, c'est le président Denis Sassou Nguesso du Congo. Ici, c'est Jean-Dominique Okamba, qui est, on l'appelle un peu le vice-président et qui est le patron des services secrets du Congo. La Grande Loge nationale française initie vraiment les dirigeants africains eux-mêmes, les présidents africains qui s'initient ensuite les uns les autres. Donc ça crée vraiment un réseau à la tête des États et ça donne une puissance et une influence qui est assez impressionnante. On considère aujourd'hui que la franc-maçonnerie compte 4 millions de membres dans le monde, toutes obédiences confondues. Sa force, le culte du secret et son réseau d'influence. Cette puissance est d'autant plus grande qu'elle est occulte. Comment peut-on la mesurer? Puisque vous ne savez pas quand vous parlez à qui vous parlez. Okay. Toujours dans le même article de l'Express, paru en 2008, au-delà des fables, un fait, sur le continent, une douzaine de chefs d'État de l'espace francophone ont reçu la lumière. Et là, c'est simplement quand on parle de l'espace francophone, puisque les journalistes qui ont fait la recherche sont francophones, ce sont les journalistes de l'Express. Mais si vous allez dans le monde anglophone en Afrique, et puis sur les autres continents, mais si on parle de l'Afrique simplement, c'est la même chose pour les pays anglophones. Il faut savoir qu'en Afrique, il y a même des pays qui ont été fondés par la franc-maçonnerie. Si vous prenez par exemple le Libéria est un pays qui a été fondé par des francs-maçons afro-américains. Okay, ce sont des afro-américains qui sont revenus d'Amérique du Nord en Afrique et qui ont fondé ce pays-là, le Libéria. C'est un pays qui est fondé par la franc-maçonnerie afro-américaine. Alors ici, vous avez par exemple le prince Aga Khan IV avec Laurent Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, ou ancien président de la Côte d'Ivoire, c'est ça, hein, qui donne la grip, la poignée de main des maçons. Vous avez ici Abdoulaye Wade et le prince Aga Khan qui se donnent la même grip maçonnique, la même poignée de main des maçons. Ici, vous avez Senghor, Léopold Sédar Senghor avec Charles de Gaulle qui se donnent cette même poignée de main particulière. À noter un élément qui est assez intéressant, c'est que le général de Gaulle et d'autres éminents personnages de la Seconde Guerre mondiale ont été emprisonnés durant la Première Guerre mondiale à Ingolstadt. Donc de Gaulle, durant la Première Guerre mondiale, était emprisonné à Ingolstadt dans le sud de l'Allemagne. Alors vous vous souvenez, c'est quoi la particularité d'Ingolstadt? Ingolstadt, c'est là qu'a été créée la première confrérie Illuminati à la fin du XVIIIe siècle. Et durant la Première Guerre mondiale, le général de Gaulle, qui allait être un personnage imminent de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que Castro, je pense, un autre général français, et puis Tchoukalevski, qui a aussi été un général d'importance du côté russe, étaient tous emprisonnés à Ingolstadt. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils étaient réellement emprisonnés ou est-ce qu'ils étaient en train de préparer la Seconde Guerre mondiale? C'est pas un hasard. C'était une petite parenthèse donc. Alors toujours en continuant sur cet article-là, un élément intéressant qui est précisé ici. Un autre travers fausse l'équerre, l'initiation à marche forcée de despotes, élus ou pas, hermétique aux idéaux humanistes de la maçonnerie et propulsée au sommet de la hiérarchie, sinon à la tête d'une obédience taillée sur mesure. Brûler ainsi les étapes, c'est idiot, grommelle Guy Pen. Tel fut le cas du défunt Robert Gay, initié en présence d'une brochette d'anciens officiers français et catapulté en un clin d'œil au 33e degré, dignité suprême. Soulève-t-on ce dévoiement et l'ascension météorique de Sassou devant François Stéphanie? La riposte cingle. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Le président Sassou Nguesso tient son maillet de manière impeccable. Chez lui, l'observance des rites est exemplaire. Moi, à la différence de mes amis du Grand Orient, je ne fais pas de politique.
Grosso modo, ce qui est expliqué dans cet article-là, de manière générale, c'est qu'à partir du moment où un homme politique, un homme parvient à un niveau en fait de pouvoir assez élevé, statut de ministre, premier ministre ou président, il est automatiquement catapulté aux degrés les plus élevés de la franc-maçonnerie, donc dépendamment du rite dans lequel on se trouve. Si c'est un rite qui a 33 degrés, donc au 33e degré de la maçonnerie, si c'est un rite qui a 14 degrés, au 14e degré, celui du chevalier templier. Mais ce que cet article-là permet de comprendre, là en l'occurrence, c'est que lorsque vous avez une personne qui se retrouve à la tête d'un État dans le monde, il y a très peu de probabilités pour que ce président ou ce chef d'État ne soit pas membre de la franc-maçonnerie et ne soit pas au plus haut degré de la maçonnerie. Ce qui inclut le fait qu'étant franc-maçon de plus haut degré, il faut faire des pactes avec le diable. Il n'y a pas d'autre possibilité pour arriver à ce niveau-là. Alors je ne suis pas en train de vous dire que tous les présidents et tous les chefs d'État sont à ce niveau-là, mais l'écrasante majorité. L'écrasante majorité. Là, un passage qui est extrêmement intéressant si on parle de politique française, si on revient sur l'Hexagone. Écoutez ceci. Pierre Bourguignon, le député strauss-cahnien, préside la fraternelle parlementaire. Donc c'est une loge. Elle rassemble 300 maçons de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen et du Conseil économique et social. Donc cette loge-là, la fraternelle parlementaire, rassemble 300 maçons de ces différentes institutions politiques. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'est pas dit qu'elle rassemble tous les maçons de cette institution politique. Donc quand on parle de politique française, le Sénat, la Chambre des députés, toutes ces institutions-là sont complètement saturées par la franc-maçonnerie. Si vous allez aux urnes bientôt pour voter pour je ne sais qui, vous perdez votre temps. C'est un jeu, une pièce théâtrale. Ceux pour qui vous votez ont déjà choisi dans les coulisses ce qu'ils allaient faire. Il y en a qui ont choisi de paraître pour les méchants, d'autres qui choisissent de paraître pour les gentils, et c'est une pièce de théâtre, ni plus ni moins. Alors ici, vous avez notre président, Nicolas Sarkozy, qui donne la poignée de main des maçons au défunt, comment il s'appelle déjà? Kadhafi. Ok, Paul Mondot, dans l'histoire générale de la franc-maçonnerie, nous dit ceci. Parmi les 56 signataires de la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique de 1776, 50 environ auraient été francs-maçons. Donc la quasi-totalité de ce qu'on appelle les Founding Fathers, les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique auraient été francs-maçons. Ce qui est très intéressant, et vous le savez peut-être pour certains, c'est que le bâtiment qui est comme la pierre angulaire, si vous voulez, du système politique américain, le Palais des Congrès, est-ce que non, c'est pas le Palais des Congrès, comment est-ce qu'on appelle ici, le Capitole, c'est ça, le Capitole. Le Capitole, en fait, à Washington, lorsqu'il a été construit, et à chaque fois qu'il est agrandi, il a été construit, donc la pierre angulaire a été posée par George Washington durant une cérémonie maçonnique. Donc la pierre angulaire, c'est la pierre la plus importante de l'édifice, elle a été posée par George Washington durant une cérémonie maçonnique, donc pour montrer qu'au fondement de la politique américaine, c'est la franc-maçonnerie. Et à chaque fois depuis que le Capitole est agrandi, c'est toujours durant une cérémonie maçonnique. Donc là, vous avez une représentation ici de George Washington qui pose la cornerstone du Capitole en 1793. Et ici, sur cet article qu'on peut trouver sur le site C-SPAN, C-SPAN, c'est le site de... C-SPAN, c'est une télévision aux États-Unis. C'est la télévision politique. Un peu comme ici, on a une comment s'appelle la télévision politique ici en France? Sénat TV, non, c'est pas ça là? C'est comment? La chaîne parlementaire, ok. Bon, c'est l'équivalent de la chaîne parlementaire, mais aux États-Unis. Et donc sur le site de C-SPAN, voilà ce qu'on apprend. Les maçons font partie du Congrès américain depuis que George Washington posa la pierre angulaire du Capitole durant une cérémonie maçonnique le 18 septembre 1793. Une extension du Capitole en 1851 durant laquelle le président Millard Fillmore porta le même tablier mis par George Washington. Puis, plus récemment, le président Dwight Eisenhower participa à un rituel maçonnique le 4 juillet 1959 posant la pierre angulaire pour l'extension de l'avant-est du Capitole. Alors la question à se poser, puis je pense que vous trouvez la réponse tout seul, si au fondement de la politique américaine, la franc-maçonnerie est la pierre angulaire et que c'est elle qui tient absolument tout le système politique afro-américain, est-ce qu'il est possible de parvenir au grand tip-top, au statut de présidence des États-Unis d'Amérique sans faire partie de la franc-maçonnerie? La famille Obama a l'air très glamour et M. Obama a l'air très gentil. Il est comme tous les autres qui sont à ce statut-là. La personne qu'il sert, ça n'est pas Dieu. Et c'est valable pour lui et puis pour beaucoup d'autres encore. Alors ici, vous avez celui qui est normalement le grand chef de la franc-maçonnerie dans le monde.
à savoir le duc de Kent, qui est en fait le grand maître de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Et la Grande Loge Unie d'Angleterre est celle qui dirige en fait toutes les grandes loges dans le monde, toutes les loges franc-maçonniques dans le monde, la Grande Loge Unie d'Angleterre. À noter qu'au-dessus du duc de Kent se trouve donc le général des Jésuites, à savoir Adolfo Nicolas, dont on parlait hier. Alors un autre élément qui est intéressant aussi à noter, c'est que si vous allez dans le monde de l'astronomie et de la conquête de l'espace, il est intéressant de constater qu'un grand nombre de cosmonautes, d'astronautes étaient ou sont francs-maçons.